Bonjour Madame, Monsieur. Le Conseil national de la communication rappelle certains médias à l'ordre. Ils sont coupables, selon un récent communiqué du président du CNC, d'exacerber des tensions en mettant en péril la poursuite collective des nobles idéaux, du pluralisme, de démocratie, du multiculturalisme, également du vivre ensemble. Peter Essoka interpelle donc ces médias au respect de l'éthique et de se conformer, du moins en ce qui concerne leur contenu, à la réglementation en vigueur en matière de communication sociale au Cameroun. Bon début de semaine, bon début de week-end pour ceux qui s'acheminent vers ce long week-end. Chalabel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Eric Fopoussi-Dégou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à Emmanuel Lebou, qui a finalement compris qu'il ne devait pas mourir seul. Merci d'avoir pensé livrer tous vos complices. Et merci au CED qui s'est empressé de débarquer au ministère des Finances pour éradiquer toutes les pestes. Ces pestes qui empêchent véritablement le Cameroun de fonctionner. Merci à vous. Également sur le plateau ce matin, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Très heureuse de clôturer cette semaine avec vous et lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes pour la revue des réseaux sociaux. Et pour la fête de l'unité nationale, une présence très forte d'un contingent nigérian invité d'honneur du chef de l'État. On va justement commenter cette actualité avec justement la présence des internautes, ce qu'ils pensent aussi de l'unité nationale. Voilà donc pour l'heure, merci de rester fidèles à ce moment. Bon, Bengal également sur ce plateau ce matin, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Dégou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je me pose toujours la question de savoir quand allons-nous fêter ou alors recommencer à fêter l'indépendance nationale. On fêtait le 1er janvier, le 1er octobre. On a tout malaxé pour le 20 mai. À quelle raison? Qu'est-ce qu'on fête vraiment le 20 mai? Merci. On va démarrer le programme ce matin avec l'histoire du jour, Tendance Cueille la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Yaoundé. Je vous aime très fort, les gens qui sont du côté des sauces, derrière la chapelle et sauces, Ben le Boucher, Nkondongo. Donc je connais tout Yaoundé. Aujourd'hui je vais parler d'un monsieur qui a piqué une crise hier. Il a pleuré hier jusqu'à dire que Seigneur, c'est quelle femme que j'ai eue comme ça dans ma vie? Qu'est-ce que mon épouse me veut? Pourquoi veut-elle me pousser à bout? Je suis dépassée. J'ai besoin de vos conseils sur le Zénith. Je veux les conseils aux téléspectateurs d'Equinox Télévision, la chaîne du peuple. Ma femme veut que je meure avant mon jour. Papa, calme-toi. Il s'appelle Papa Takou. Point. Son épouse se reconnaît. Elle sait ce qu'elle a fait. Papa Takou dit que il a gagné, il faisait une tontine depuis des années. C'est lui, il voulait être le dernier à gagner, à bouffer cette tontine. C'est ce qui s'est passé. Mais ce qu'il a dit à son épouse avant-hier, que bébé, l'argent que je vais bouffer dimanche, donc il bouffe dimanche-ci. Dimanche-ci, pas un bonbon. Il dit que l'argent que je vais bouffer dimanche-ci, maman. On m'a dit qu'il y a un terrain au village. Je préfère moi aller acheter le petit terrain. J'ai mon oncle là, le successeur de mon grand-père, qui m'a fait signe qu'il y a un terrain au village là-bas. Il me faut acheter ce terrain pour construire. À Douala, ils sont en location. Madame est devenue folle. Non, comment? On ne peut pas être en location à Douala. Tu construis d'abord au village. Papa, ce que tu dois faire, construire d'abord à Douala. Qu'est-ce que mes copines vont dire? Les maris de mes copines ont construit à Douala. Et toi, tu vas aller construire au village. Si tu construis au village, c'est que tu vas voir seulement mon comportement. Donc il est là, il est dépassé. Il dit qu'apparemment sa femme ne veut pas son progrès. Donc son épouse ne veut pas son bien. Il a besoin de conseils. Est-ce qu'il doit d'abord, il a besoin de vos conseils. Il veut d'abord savoir, s'il doit d'abord construire au village avant de construire en ville. Et en ville, ils sont en location. On lui a montré un terrain au village qu'il a envie de construire. Que dans sa tête, il va aller au village, mais
le comportement de madame le freine encore. Et il double la Est-ce qu'il a déjà un terrain en ville? Il n'a pas le terrain en ville. Il n'a pas encore de terrain en ville. En ville, il est en location. Au village, c'est le successeur de leur grand-père qui a dit que papa, tu traînes même quoi de tout. Voici un terrain qu'on est en train de vendre. Fais vite, tu viens prendre le terrain si tu construis ta part de maison au village. C'est où il a dit à sa femme que comme je bouffe la cotisation dimanche, chérie, donne-moi les idées. Commençons d'abord à construire au village. Madame est devenue folle. Que non, tu vas d'abord construire qu'à Douala. Le village n'est pas attendre pour Douala, pardon. Je veux moi quitter en location. Achète le terrain et si tu construis, tu laisses d'abord le village tranquille. Maintenant, il est un peu troublé. Il a besoin de vos conseils. Donc, chers téléspectateurs, chéris et fidèles, vous avez la parole. D'accord. C'est une histoire très importante que nous mettons sur la table ce matin de discussion. D'ailleurs, ça arrive à point nommé. On va jouer aussi les opportunistes dans cette histoire pour dire que nous sommes à 2 jours de la célébration de la fête nationale de l'unité au Cameroun et ce sentiment de vivre ensemble de tous les Camerounais, de l'ensemble des Camerounais qui doivent se sentir chez eux, quelle que soit la portion de territoire dans laquelle ils se trouvent. Donc on imagine que ce monsieur est sans doute mu par une forme d'aphorisme et de maxime qui est répétée comme une mantra au quotidien pour faire en sorte que les Camerounais puissent d'abord aller se mettre dans un ancrage identitaire et territorial, aller d'abord au village construire avant de voir si on peut construire ailleurs, avec derrière des raisons multiples qu'on pourrait évoquer. D'abord, la première raison serait évidemment, il faut toujours aller rendre et surtout rendre un hommage aux ancêtres. Lorsqu'on est au village, on doit rentrer au village le plus souvent et avoir le sentiment qu'on a une maison, qu'on a une habitation. Et ensuite, il y a l'autre raison qui est le plus souvent évoquée, c'est qu'on doit pouvoir, bien sûr, aussi rester dans la pensée de ce que nous sommes d'abord, des, on va dire, pays Bassa, pays Bamileke, pays Fambeti, avant d'être Camerounais. Bon, je ne donne aucun qualificatif à ce type de comportement, mais toujours est-il que l'histoire de ce matin, Moro Bengane met en lumière des contradictions qu'on peut gérer, d'abord sur le plan identitaire et ensuite sur la gestion de ce couple, la gestion des projets communs de ce couple et de comment ils mettent ensemble leur vision pour réussir 2 ou 3 choses dans leur vie. Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas que ça met d'abord en lumière les contradictions identitaires, non. Ici, tout le monde le sait, même en France, que nous aimons prendre comme référence. Un Français, vous le trouvez à Paris, vous dit « je suis un Breton ». Et cela n'a rien à voir. Donc, s'il a la possibilité de construire en ce moment-là, il va y aller. Et chacun a un village qui le sait. On est venu se chercher en ville. Et le problème qui se pose ici, c'est le problème, j'allais dire, de la gestion du capitalisme sauvage. J'aime utiliser ce mot justement parce que le capitalisme a ceci de particulier qu'on cherche à avoir un peu plus de gains. On oublie le côté social et sociologique. Faut-il d'abord s'établir en ville ou dans son village? Mais chez nous, il y a 3 vecteurs qui vont ensemble. Premier vecteur, il n'y a de richesses que d'hommes en Afrique. Lorsque vous êtes donc devenus des hommes, on doit vous aider, le deuxième niveau, à vous épanouir. Et après, et enfin, vous vous établissez. Lorsque vous vous établissez, que vous soyez à New York, vous avez toujours envie de revenir au village. Et c'est d'ailleurs cette contradiction qui a fait que lorsque nous sommes entrés, je parle du monde, qui parle pourtant du village planétaire, lorsque nous sommes entrés dans la mondialisation néolibérale, il y a eu plus de replis identitaires. C'est pourquoi, malheureusement, là où vous dites le village planétaire, tout le monde veut rentrer chez lui. C'est précisément parce que chaque être dans le monde aujourd'hui, c'est je suis en train de perdre quelque chose de moi-même. Et je ne peux retrouver cette chose-là que chez moi. Je ne peux m'épanouir convenablement que chez moi. Est-ce que c'est dans mes derniers jours que j'irai au village?
que je vais m'établir. Tout le monde s'est rendu compte que maintenant, nos grands-parents avaient raison de s'établir d'abord chez lui. Donc, au départ, chacun doit chercher à avoir un lopin de terre chez lui, construire sa maison, c'est là la possibilité, et chercher même à avoir les possibilités pour construire d'abord au village, quitte à être en location en ville. Donc, pour cette dame, je lui dis, madame, justement, vous aurez plus de honte demain. Lorsque je ne souhaite pas que votre mari perde son emploi, mais il peut arriver qu'il perde son emploi. Imaginons même qu'il ait pris sa retraite normale et que vous ne soyez plus en mesure de louer en ville, de rester en ville. Comment allez-vous vous établir au village si vous ne construisez pas maintenant? Donc, mieux vaut rester en location en ville pour le moment, allez vous établir au village, commencez à voir ce terrain. Parce que demain, lorsque la succession même de votre mari va se poser, est-ce que vous êtes en train de tout régler? C'est au village que ces choses se règlent. En ville, nous sommes de passage. D'accord. Bon, maintenant, c'est une question qu'on peut ouvrir. D'ailleurs, vous avez bien fait d'ouvrir les brèches du capitalisme, puisque, au final, lorsqu'on est... Là, je reprends ce que vous avez dit par rapport à la construction au village, de s'établir au village en priorité et ensuite en ville. Dans l'un ou l'autre cas, ce qui est certain, c'est qu'ils auront un lopin de terre quelque part au Cameroun, ils auront une maison au Cameroun, et on peut faire un calcul à un moment donné, Florazé, sur le plan capitalistique, pour dire que peut-être si demain survient un événement malheureux qui rend indigent l'homme, peut-être que s'il avait construit en ville et qu'il avait peut-être mis 2-3 dépendances, il pourrait mettre ces dépendances en location. Je fais un calcul, une simulation, hein, pour avoir un peu d'argent. Oui, je suis d'accord avec Mbok. On parle de capital, donc on parle de moyens financiers. Donc je suis également de ceux qui pensent qu'on est, on est à l'aise, hein, on est mieux chez soi qu'ailleurs. Donc même quand vous rentrez chez vous, je dis chez vous, vous savez que quand vous n'êtes même pas sorti de la location, vous arrivez chez vous, vous avez comme vous avez un sentiment de repos même. D'accord, oui, pourquoi comprendre? Parce que quand vous disiez chez soi, je pensais au village. Oui, oui, chez soi, oui, chez soi. Okay. Quand je dis chez soi, au village et même dans sa propre construction, c'est-à-dire quand on est propriétaire de quelque chose. Quel que soit où. Quel que soit l'endroit où on est. Et je vais même pour dire que ce soit dans mon village natal, je suis moi une fille veuleuse des Ceux en Vongana, je dois également avoir, c'est-à-dire la latitude de me dire que je peux aller également m'installer à Bertois. Où je peux avoir un lobe de terrain, une petite parcelle de terrain, je construis. Vraiment, oui, dans le vivre ensemble. On devrait avoir également ce type de mentalité. Oui, ou aller construire au nord, Cameroun. Pourquoi pas, oui. Donc, je crois que dans ce couple, il doit avoir du dialogue. Je peux comprendre que la femme est un peu... je ne sais pas si elle est issue du même bord, peut-être... ethnique que le monsieur, je ne sais pas si certains antécédents et autres. Du coup, elle peut avoir peut-être des inquiétudes. Parce que pour ceux qui ont pratiquement construit leur projet en ville et tout, c'est très difficile. Vous avez constaté que pour la plupart de ces personnes, des familles, comme Bobo l'a dit, c'est quand peut-être le monsieur a perdu le travail, quand il y a vraiment une situation financière critique. Là, on commence à voir, il faut qu'on reparte au village. C'est là où on commence à réfléchir, etc. Et tout. Et on laisse la maison de la ville en location avant de rentrer au village? Oui, peut-être. Quelquefois, même on le vend. On vend, oui. C'est à ce moment qu'on commence à... Donc, moi, je ne peux pas jeter la pierre à cette femme. C'est très difficile. Vraiment, c'est très difficile. Pourquoi? Je vais à Yaoundé, la capitale de la mi-finale. Je vais chercher là-bas une vie meilleure. Et tout le monde... Tout le monde pour cette référence, Florence. Oui, on a toujours vécu c'est du grand art. Cette envie. Oui. De devenir, c'est-à-dire qu'on va à la quête du meilleur. Donc du coup, on quitte son petit village natal, on va à Douala, on va ailleurs, pour justement se chercher, comme Mbok l'a dit, on se cherche. Donc je crois que monsieur ne doit pas être... Il doit amener madame à comprendre qu'aller vivre au village, ce n'est pas une fatalité. Hein? Mais aussi, monsieur doit comprendre qu'on peut rester en ville et investir aussi au village. C'est-à-dire qu'il ne faut pas brusquer. Parce qu'il y a les enfants, il y a la famille et autres. Des personnes... vous avez construit une famille, alors ces personnes qui n'ont jamais peut-être vécu au village, qui n'ont jamais vécu dans ce type d'environnement. Donc il ne faut pas brusquer.
il faut parler, dialoguer et amener les autres à comprendre. Je crois que maintenant, au-delà des moyens financiers, il faut vraiment installer le dialogue. Là, c'est sur le plan psychologique. Il ne faut pas briser les rêves de madame. Oui. Madame également, je crois que dans ce qu'elle dit, il y a quand même de la substance. Très bien. C'est pas qu'elle bannit les valeurs culturelles et tout maintenant, mais il y a quand même la peur de quelque chose. Alors, Florazé, bon, c'est pas mon avis hein, sur la question, rassurez-vous, mais il y a quand même des gens qui sont régulièrement au village. Oui. On le voit souvent lorsqu'il y a des cérémonies funéraires et que le week-end, vous devez vous retrouver au village, par exemple, pour 3 ou 4 choses et que vous soyez obligé, par exemple, pour votre deuil, de demander la maison à quelqu'un pour accueillir vos invités. Souvent, ça vous fout la honte un peu quand même que vous invitez des gens venir chez vous et que vous soyez à demander la maison, demander la maison à X ou Y personne, un voisin, pour recevoir vos invités. Donc c'est toujours bien d'avoir une maison au village. Mais après, il y a aussi ceci, et j'ai rencontré des aînés qui me le disent, qui ont établi, qui ont vécu en ville pendant longtemps et qui, au soir de leur carrière, sont rentrés donc au village pour s'y établir et n'ont rien laissé comme lopin de terre, comme maison en ville. Oui. Aujourd'hui, ils éprouvent de grandes difficultés lorsque leurs enfants devenus, par exemple, grands doivent faire des universités comme celle de Douala ou Yaoundé. Ils sont encore allés chercher à louer ici et là une chambre pour les enfants. Alors qu'ils me disent souvent que si j'avais su, j'aurais construit en ville à l'époque où c'était moins cher, c'était abordable et qu'aujourd'hui c'est plus vraiment le cas. Je suis d'accord, je vous dis, je considère les deux. C'est pas un avis que je donne. Non, moi, je ne vous donnez pas un avis, mais je suis d'accord quand même avec vos propos. Oui. C'est-à-dire qu'on joue dans du 50-50. Et j'ai dit tantôt que c'est un problème de moyens. Pour tous ceux qui ont des moyens, on pense au village avoir un petit terrain, une petite maisonnette là-bas. Et en ville, on se construit. C'est l'idéal. Alors quand vous venez en ville, même pour ceux qui font dans l'agriculture et autres, c'est-à-dire quand vous venez, vous avez votre arbre de paix qui est votre maison et tout, vous faites votre commerce et tout, vous rentrez au village, mais après, vous-même vous vous sentez équilibré. Mais c'est un problème de moyens, il faut le dire. Chacun aimerait vivre comme ça, mais c'est un problème de moyens qui nous empêche d'être... D'accord, Florazé. Alors, Chalabel, est-ce qu'on peut dire que cette femme, en insistant pour que son mari s'installe, du moins construise en ville, est dans un souci, dans une quête permanente de paix avec elle-même? Parce que on peut comprendre que souvent, on en soit à être brusqué par un bailleur qui chaque fin du mois, vient vous dire il faut payer le loyer. Vous dites que cette pression-là... on peut la fuir comme ça. Monsieur Eric Fopoussi, je préfère que vous allez poser cette question à tous ceux qui ont construit à Bonabo, à ceux qui ont construit au niveau du quartier Bafia, à tous ceux qui ont construit au niveau de Ndokpassi, à tous ceux qui ont construit dans la zone de Lokbaba, qui après 30 ans ont vu leurs efforts détruits. Allez leur poser la question, ils vous répondront. Que s'ils avaient construit au village, ils n'auraient pas eu tous ces problèmes. Monsieur Eric Fopoussi, je suis ce que je suis parce que je viens de quelque part. Je suis ce que je suis parce que je viens de quelque part. Il y a quelque part où on m'a pensé, où on m'a fabriqué, dont je suis la représentation et dont je m'identifie avec fierté. Alors, monsieur Eric Fopoussi, rappelons-nous le décès de Anne-Marie Zier. On a dû garder le corps pendant combien de jours à la morgue? Parce qu'il fallait creuser la route, parce qu'il fallait construire une maison. Rappelons-nous du décès du général Mambou. Il fallait rentrer la route, construire la maison, parce qu'ils ont tout fait. N'oubliez pas que si vous ne savez où vous allez, rappelez-vous de là où vous venez. Toutes les différentes maximes vous ramènent toujours au lieu d'où vous venez. Et même le sultan roi de Bamoun l'a dit. Un Bamoun n'est Bamoun que s'il a chez lui, dans le Noun. Tant que tu n'as pas de maison, tu ne peux pas te considérer comme Bamoun. Alors je prends cet accent d'exemple pour dire, monsieur Eric Fopoussi, que cette femme est dans l'erreur. Elle est dans l'erreur totale. Parce que le village est la seule, c'est la dernière demeure de l'homme où il communie avec ses ancêtres, monsieur Eric Fopoussi. La preuve, lorsqu'on entend, on dit que la terre de vos ancêtres, ses ancêtres, ce n'est pas les ancêtres de Douala, ce n'est pas les ancêtres de Bomonon, c'est les ancêtres de son village, du lieu de son chez lui. Regardez comment on enterre aujourd'hui les gens. Et je profite pour remercier les chefs du Ndé
qui ont désormais interdit qu'on arrive, qu'on quitte comme ça se faisait à l'époque, on voyage de nuit, on arrive, on enterre le matin, on prend la route. Ils sont allés jusqu'à interdire ce que vous venez de dire, la location des maisons. On ne loue plus les maisons dans l'Indé, c'est interdit. Si vous n'avez pas où vous mettez les bâches, vous dormez sur les bâches, on ne loue plus les maisons, c'est interdit. Et le corps n'est plus enterré dès qu'il arrive, vous devez veiller au village pour développer l'économie locale. Alors, monsieur Fopoussi, permettez-moi de vous dire donc. Bon, avec vous quand même, je vais féliciter les chefs du dé parce qu'une telle mesure doit être prise partout au Cameroun. Non, ça ne se fait plus. Pour que les gens n'aient plus cette proximité aérienne avec leur village, avec leur terroir. Voilà. Alors, monsieur Éric Fopoussi, la maison, le coût de construction dans mon village n'est pas le même qu'à Douala. Au moins sur ce plan-là. J'ai dit le coût de construction des jardins dans mon village n'est pas le même qu'à Douala. Et même le coût du terrain. Le coût du terrain dans mon village, du mètre carré dans mon village n'est pas le même qu'à Douala. Ce qui est sûr, c'est que je prendrai un bon terrain. Je peux prendre 1000 mètres carrés si je veux me l'offrir à moins de 500 000. Et un terrain sûr. Terrain sûr et sans problème, monsieur Eric Fopoussi. Voilà. Pour construire, j'aurai besoin de la main-d'œuvre locale qui ne me demandera pas 15 000 francs la journée ou 10 000 francs la journée. Ce sera un collectif de jeunes qui viendront travailler, qui seront rémunérés à hauteur. Donc, monsieur Fopoussi, en termes de coût, construire chez soi est davantage mieux que d'investir ailleurs. C'est le premier point. Ok. Deuxième point, Charles Abel. Deuxième point, je termine par là. Oui. Celui qui a commencé en ville. J'ai une question pour vous après. Hein. Celui qui a commencé sa vie en ville, qui a construit au village. Vous ne pouvez arriver au village et rester oisif. Vous aurez envie de faire le champ. Parce que vous aurez le terrain. De ce champ, vous remonterez, récolter. Ça va diminuer le coût de dépenses que vous aurez en ville. La preuve, moi, je suis un exemple. Puisque je rentre au village et chercher le maïs. Le maïs qui m'épargne des dépenses. À base de maïs, on peut faire le foufou, le couscous. À base du maïs, on peut faire plein de multiples repas. Monsieur Eric Fopoussi, ça aide. Donc, ceux qui ont tendance à croire qu'il faut d'abord investir en ville, entre guillemets, ce qui est hypothétique, parce qu'à la fin, vous risquerez de vous voir casser une maison, soit vous rendre compte que vous avez acheté un terrain litigieux, parce que l'administration ne protège pas les terrains, je préfère les construire au village. Alors, ma question pour vous, parce que je ne vous lâche pas d'une petite semelle ce matin, Charles Abel Mbachou, ma question. Alors, il s'est posé à un moment donné dans nos villages cette question de nos élites qui, sur le plan esthétique, font preuve d'une forme d'extravagance. Vous voyez des gens aller construire des châteaux, des maisons d'une extravagance terrible, dans des grandes brousses. Alors, que pensez-vous de ces gens qui reprochent à ces Camerounais d'aller bâtir des somptueuses maisons dans leur village? Monsieur Eric Fopoussi, oui. C'est le malheur que tous nous reprochons à ces personnes. La preuve, allez voir la maison de Tianké, de Pierre Tianké. Je vous cite avec des noms, je ne suis pas là pour faire. Allez voir la maison de Pierre Tianké aujourd'hui à Bazou. Ça ne ressemble plus à rien. Est-ce que ces enfants prennent la peine d'aller entretenir? Non. C'est un château, c'est un palais qu'ils pouvaient aujourd'hui utiliser pour que cela devienne un patrimoine. Mais ce n'est que pour le village Bazou. Allez dans les Bamboutos. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des plus grosses bâtisses qui sont construites dans cette zone. Posez la question, on vous dira, il est mort. Moi, à quel âge? C'est abandonné, c'est dans la broussaille. On construit aujourd'hui parce qu'on a de l'argent, mais demain, on n'a pas les moyens d'entretenir. Il n'y a plus, lorsque l'argent vient finir, on n'a plus d'argent pour entretenir. Donc moi, je pense, M. Eric Fopoussi, que ça ne sert à rien de construire des grosses bâtisses où on ne va utiliser que 3 pièces. C'est-à-dire la douche, la chambre et le salon. Ouais, ça ne sert à rien d'aller faire un de gigantisme pour rien. C'était une parenthèse parce que c'est un débat qui poids dans les régions au Cameroun, de ces maisons somptueuses qui sont donc bâties. Alors, tendance cogne, la voyageuse, la bruxelloise, va donner son avis également ce matin sur cette question. Mais oui, elle a un avis important à donner d'ailleurs. Alors, tendance, qu'est-ce que tu penses de cette femme qui souhaite construire d'abord en ville avant le village? Mais elle a raison. Pourquoi? Elle a raison. C'est une vraie femme. C'est sa place au village pour le moment. Non, sa place n'est pas encore au village pour le moment. Donc, papa, c'est mieux de construire en ville. Tu laisses d'abord le village tranquille. Quand un homme fait ça, ça veut dire que c'est un message qui te transmet. C'est comme pour dire que, ma chérie, d'ici quelques jours, dès qu'elle finit la maison, tu vas aller rester au village. Qui va rentrer au village? Moi.
Je quitte dans mon village, je dis à Douala d'aventure, je rentre encore si tôt. Non, 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 non. Tu peux construire en ville. Je te dis, je suis à l'aventure à Douala. Ta façon de poser ce problème m'impressionne. Mais quand vous êtes dans un aventure, ça veut dire que vous n'allez pas mettre long. C'est le village qui est en fait votre terre. Même pas ça peine, bon. Quand vous êtes de passage pour un moment. Si tu construis à Douala, quoi va faire? Mieux tu construis à Douala, on met les locataires dans la maison. Le peu que les locataires vont nous donner, on prend pour aller acheter le terrain au village et reconstruire. Pas de me dire que non, je vais aller construire au village. C'est pourquoi je rentre au village, je sais que c'est ça. Donc je laisse notre maison au village. Je dis à Douala, il ne fait même pas les années. Je n'ai même pas 45 ans à Douala, 40 ans de vie à Douala. Mais voilà, directement rentrer. Non, quand même. C'est que je me sens plus bien dans la sécurité. Tendance, quand il y a un deuil, quand il y a un deuil, quand il y a une cérémonie au village, quand vous allez rentrer, vous dormirez où? Dormir ou comment? Dieu n'oublie pas ses enfants. Si elle n'est pas chez une voisine dormir, est-ce qu'elle va me refuser? Non. Voilà. La maison de mes grands-parents, voilà. Est-ce qu'ils vont me refuser? Voilà. Si elle n'est pas chez ma grand-mère là dormir, elle va me refuser. Non. Je pas dans la maison où on attache la chèvre. Je balaye. Les enfants n'iront jamais au village. Ou même dormir à l'hôtel. Oui, comme on dans les auberges, ça dépend. Si ce que vous dites, pardon, dormir à l'hôtel. Dans son village. Un instant. Ce que vous dites est un drame. Il y a des Camerounais qui vont dans leur village comme s'ils allaient en France. Mais oui. Mais il faut se faire plaisir. Comme s'ils allaient en France. C'est-à-dire que ces gens-là vont au village comme s'ils allaient à l'étranger. Ils se prennent. Ils le réservent l'hôtel. Non, ils réservent l'hôtel. Mais il y a des gens qui ont. Non, mais ils réservent l'hôtel. Mais il y a des gens justement qui ont des antécédents, qui vraiment ont vraiment peur. Peut-être que, je sais pas moi. Peur de leur village? Oui, je le dis, oui. À cause de certains antécédents, je le dis. Et Mbamba dit, il faut le régler. Mais je ne sais pas comment. Mais vous allez voir, peut-être dans un moment, on dit, papa est décédé parce que tel oncle là au village, peut-être est sorti, n'importe quoi. Ça existe. Et en ville, ça existe. Et en ville, il n'y a pas ça. Non, mais sauf que dans votre village, vous vous sentez pas en sécurité. D'accord. Vous ne sentez pas en sécurité. Maintenant, il faut dans le régler. De ça, il y a les agressions. Il faut dans le régler parce que là, on parle des forces occultes, etc. Monsieur pas trop, mais je dis qu'il ne faut pas aussi... La sorcellerie a quitté les villages pour la ville. Le chef... Voilà, c'est Flora Zé. Est-ce que Tendance disait comme pour dire que... Non, quand tu accompagnes Flora Zé, tu lui arraches la parole. Et ce qu'elle dit là, c'est même vrai. Parce qu'il y a les villages où tu arrives, tu ne dors pas dans la nuit. Quand on voilà, attendez, qui vient à Douala, on commence à dire qu'en venant nous a gardé, quoi, elle travaille quoi. Voilà. C'est comme ça que dans la nuit, tu partages le même lit avec les sorciers du village. On vient te tester dans la nuit. Donc, non, il faut donc construire sa propre case au village. Non, même pas ça paie, bon. Si quelqu'un a l'argent, non, il faut se faire plaisir dans la vie. Il peut toujours construire à Douala et construire au village à la longue. Et moi, je suis une femme au foyer, celle qui est sensible, celle qui veut que mon mari et moi on progresse. Si je lui avais dit que, bébé, que non, l'argent n'a pas dormi à l'hôtel, il allait faire comment? Franchement, s'il écoute son épouse, il n'a qu'à construire aussi à Douala. Parce que pour recevoir mes réunions, m'envoie bébé. Ou encore la fin du mois qu'on fait le tour de la maison. C'est un intérêt égoïste dans ta annonce? Non, même pas ça. M'envoie bébé. On va les recevoir au village. Parce que le voix bébé, on passe maison par maison. Vous louez en ville. Quand je passe chez mes copines. Le voix bébé en ville? Non, quand je passe chez mes copines, voir comment elles sont heureuses. Le mari ont construit à Douala. Et elles organisent leur voix bébé, ça se passe bien. Leur mari ayant construit à Douala, avait-il d'abord construit au village? C'est la question. Je n'entre pas dans les détails là. Bien sûr, il faut investiguer pour voir ce qui s'est passé. On ne doit pas trop entrer dans le détail. Pour moi, je ne peux pas être en location à Douala. Je n'ai pas construit au village, impossible. C'est un manque de respect à mon égard, en bon français. Ça veut dire que mon mari ne me respecte pas, il ne m'aime plus. Je comprends un peu. Ah bon, donc ça veut dire que je dois être la femme du village. S'il commence à faire les manies, il va prendre celle qui va rester à Douala. Pourquoi? Tu veux construire au village, va rester au village, mais tu finis avec moi à Douala. D'accord, maintenant si tu remplaces au village, tu seras contente. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai trouvé qu'il ne refuse pas moi les épouses. C'est chaque femme qui se bat pour avoir sa place. Alors, merci beaucoup. Je ne vous refuse pas chef épouse, venez nombreuses. Le temps est... venez laver mes habits. Oui, tendance. Le temps est venu pour nous d'aller nous enquérir de ce que pensent nos téléspectateurs ce matin de cette question importante sur la table. Oui, à Tchang. On salue toute la population de Tchang où Abdourahim a réagi. Cela dépend de la culture et la tradition de tout un chacun. Moi, je suis Bamoun et chez nous, la priorité, c'est le village. Chalamel l'a dit, hein, à suffisance.
Oui. Une autre réaction. Cet homme doit construire au village car c'est une opportunité et cette femme doit arrêter de vivre aux dépens des avis de ses copines. Voilà. Et du match puisque les doigts de la main n'ont pas la même taille. Voilà. C'est Ben depuis Kribi qui réagit. Une autre réaction, l'homme doit d'abord construire au village. Ce n'est pas la vie de la femme qui compte. Son village est capital. C'est Julienne. Sauf que dans le débat, dans le dialogue, la vie de la dame compte aussi. Non. Vous aimez vous référer au droit. Le code civil dit quoi? C'est l'homme qui choisit. Là où on part, hein, c'est l'homme qui choisit le lieu d'habitation, c'est pas la femme. Par rapport à l'histoire du jour, je pense que la femme a raison parce que de nos jours, plus personne ne s'intéresse au village. C'est Razak Beauclerc à Bépanda qui réagit. Une autre réaction, cette femme est censée suivre son mari où il décide d'aller. Le village n'a rien de mauvais, tout au contraire. Voilà. Je n'ai pas dit que le village est mauvais. C'est la terre de nos ancêtres. C'est bien beau, mais laisse-moi d'abord jouir de ma vie à Douala et de ma jeunesse. Ça, la vie, est-ce que je retourne au village? Alors, une autre réaction, c'est... Bon, voilà, j'ai déjà lu une autre réaction. C'est l'homme qui dit à son troupeau, à sa famille, allons à gauche ou à droite, la femme doit suivre, femme, sois soumise à ton mari. Donc, c'est pas Douala que tu dois aimer et suivre. Autre réaction ce matin, cette femme ne veut pas rentrer au village, elle ne veut pas aider son mari, c'est Aboubakar de Fumbot qui réagit. Et vous lisez un dernier message de cette vague. Ouais, enfin, une autre réaction, je connais des M. Bamoun qui louent à Douala et un bâti au village. Voilà. Ok. Le terrain n'est pas sûr à Douala. Voilà, merci beaucoup pour cette histoire. Je pense que la dame en question et cette famille a des éléments conséquents pour régler leur contentieux conjugal. En ce qui nous concerne, nous, sur ce plateau, on va continuer le voyage parce que le vaisseau est paré jusqu'à 12 h avec, bien sûr, la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de l'enrichissement illicite au Cameroun. Oui, il faut en parler. Comment comprendre cette culture administrative favorisant ou encourageant l'enrichissement illicite des agents publics malgré l'existence de plusieurs institutions en charge du contrôle du fonctionnement de l'administration? CONAC, ANIF, TCS, Consupé et j'en passe. Comment comprendre qu'avec ou sans salaire, les agents publics et hauts dirigeants affichent une fortune colossale? Comment comprendre le fait que désormais, les honnêtes gens cohabitent avec les tout nouveaux riches d'un type particulier, agents des impôts, agents des douanes, cadres de la police, de la gendarmerie, de l'armée, agents des divers services de l'État, contractuels d'administration? Faites un tour dans les quartiers, Lokpom, Denver, Bonamou Sadi, Lendi, Ngoba, vous comprendrez de quoi je parle. La preuve, le dernier rapport de la CONAC s'est suffisamment étendu sur ces quartiers. Après avoir acheté tous les terrains libres de Denver, ils ont fait même bas sur Lokbessou, Yassa, et envisagent d'investir dans l'immobilier au-delà du fleuve d'Ibamba. Oui, consultez le dernier rapport de la CONAC, il est suffisamment édifiant pour ces quartiers qui sont désormais prisés par ces nouveaux riches. À Yaoundé, les quartiers Golf et Oza ont été investis par les fonctionnaires, pas des opérateurs économiques, des fonctionnaires. Allez demander combien on vend le prix du mètre carré, le mètre carré de ce côté de Golf et d'Oza. Vous comprendrez de quoi je parle et de cet enrichissement. Est-ce qu'il est donné à un fonctionnaire d'acheter un terrain dont le mètre carré s'élève à 75 000 francs?
N'oublions pas. Odia et Golf ont été investis par les fonctionnaires et d'autres agents publics qui se taillent les plus grandes parcelles, sans compter les villas, les châteaux et les immeubles qui en disent long sur la surface financière des propriétaires. Comment comprendre le fait que les fonctionnaires font une concurrence déloyale aux opérateurs économiques de ce pays, puisqu'ils sont au début à la fin des procédures, parce que détenant la décision sur tout ce qu'on peut entreprendre au plan économique. Prenez 5 opérateurs économiques camerounais. Vous les pesez sur la même balance avec 5 fonctionnaires, agents de douane, contractuels, cadres de la police. Vous allez vous rendre compte que les maisons des deux ne se valent pas. Qui doit donc avoir l'argent plus que l'autre? L'agent de l'État ou alors l'opérateur économique? Continuons. Comment comprendre le fait que la richesse du Cameroun soit entre les mains des fonctionnaires qui ne payent aucun impôt et n'emploient pas les jeunes? Comment comprendre que les agents de l'État ont déboursé de l'argent pour près de 50% des obligations dans le cadre des opérations d'emprunt obligataire de l'État du Cameroun? Allez consulter. C'est les fonctionnaires, les agents de l'État qui ont déboursé 50%. Savez-vous que les fonctionnaires et autres agents publics sont en grande partie à la base de la surliquidité des banques nationales, avec le secteur de l'immobilier en pôle position du blanchiment de l'argent sale? Savez-vous qu'aucune étude détaillée n'a évalué le phénomène d'enrichissement illicite dans notre pays? Comment comprendre cette prévarication de la fortune publique, cette montée en puissance des riches, n'ayant ni entreprise, ni héritage familial connu? Comment comprendre ces policiers et gendarmes qui raquettent les usagers de la voie publique, ces douaniers qui s'en mettent plein les poches, ces services qui se payent dans les administrations publiques, ces pénalités des impôts qui se payent cash ou dans les comptes privés? Eh oui, savez-vous que nombreux sont les ministères qui sont pris en otage par les prestataires informatiques privés? Entre fournitures d'équipements informatiques désuètes ou d'occasion sous le couvert du neuf, des tubes d'encre recyclés qui marchent une fois sur deux et livrés comme neufs, et des sites internet jamais mis à jour et qui pourtant bénéficient des crédits tous les ans. À titre d'exemple, l'affaire du marché informatique qui a défrayé la chronique en ce moment et qui oppose au tribunal criminel spécial le ministère de la fonction publique à Léon Bertrand Guo, ancien directeur général de l'Institut supérieur de management public et responsable du secrétariat permanent de la réforme administrative, pris en flagrant délit d'initié dans un marché de plus de 100 millions de francs CFA où il est à la fois prestataire par personne interposée et bénéficiaire de la prestation avec à la clé, suite à un audit, un résultat nul. Rappelons-nous du cas d'Ézéchiel d'Isaac Delon, le fils de Libom Liliken, âgé de 23 ans, qui avait à son jeune âge plus de 9 milliards de francs CFA bien logés dans un compte aux États-Unis. Prenons l'exemple de l'établissement des titres fonciers, éternel problème de l'amélioration des affaires. Comment comprendre qu'à la sous-préfecture, où l'imprimé de demande d'immatriculation se retire, le récépissé délivré à cet effet coûte officiellement en moyenne la somme de 3 000 francs CFA, mais dans les faits, certaines sous-préfectures exigent aux demandeurs des sommes d'argent parfois au-delà du coût officiel. Comment comprendre que l'enrichissement s'opère essentiellement par les moyens de la rente néocoloniale du genre contrôle de foyer et noyau décisionnel de l'État, maîtrise des circuits de l'endettement extérieur, monopolisation des mécanismes budgétaires, fiscaux et douaniers, détention négociable de la signature de l'État, octroi favoritiste des licences d'exclusivité commerciale, détournement des deniers publics et perception des pots de vin, manipulation des règles des marchés publics, trafic d'influence, concussion et j'en passe. Savez-vous que dans ce jeu, les opérateurs du secteur privé et la société civile sont dans la sauce, connivence avec les décideurs publics, politiques et bureaucratiques par des allocations discrétionnaires et discriminatoires de marché, octroi favoritiste d'exemption ou de réductions fiscalo-douanières, réseau de redistribution des pots de vin, complicité pour le détournement de subventions publiques ou de ressources de l'aide étrangère, pacte de corruption,
pacte de fraude fiscale entre fonctionnaires et opérateurs économiques, pacte de fraude douanière, entente de contrebande et de contrefaçon, non-remboursement total ou partiel de crédit bancaire. Ajoutons à cela la petite et moyenne criminalité de l'économie parallèle, trafic des êtres humains pour alimenter les réseaux de proxénétisme et de prostitution ou pour l'exploitation semi-esclavagiste des travailleurs informels ou clandestins, trafic de marchandises ou contrebande, contrefaçon, coupage de route, braqueurs et ravisseurs. Tous sont concernés. Politiciens de premier rang, politiciens de second rang, hauts fonctionnaires des cabinets et offices de souveraineté, fonctionnaires d'administration centrale, fonctionnaires d'administration sectorielle ou territoriale, fonctionnaires et contractuels d'administration de tous les niveaux, managers et cadres de sociétés du secteur public et parapublic ou des établissements publics. L'enrichissement illicite concerne aussi les opérateurs économiques de tous les calibres, industriels, financiers, commerçants et prestataires. De grâce, véritablement aidez-nous. Expliquez-moi comment Tonnet a réussi à laisser créer un quartier luxurieux dénommé quartier des douaniers dans la zone de Ndogbon. Expliquez-moi comment 21 fonctionnaires de la douane ont réussi à être propriétaires de plusieurs immeubles bâtis à Douala dans les quartiers les plus chics où le mètre carré coûte plus de 50 000 francs CFA. Expliquez-moi comment un préposé de douane a fait pour avoir de nombreux comptes bancaires à solde de créditeurs dont les montants s'élèvent à plus de 500 millions de francs CFA. Expliquez-moi comment un employé de la douane camerounaise en service à Maroua a été recruté au grade de préposé de douane avec son CPE, est devenu adjudant de douane en très peu de temps et a réussi l'exploit d'être propriétaire de 13 villas en dur, bâties sur terrain titré, d'un immeuble de 5 niveaux, construit sur terrain titré, ainsi que devenu propriétaire de 10 terrains immatriculés. Je m'interroge, je vous interroge. L'enrichissement sans cause, autrement dit, enrichissement illicite, au cœur de la chronique et du pinceau de Charles Hamel ce matin, qui nous permet évidemment de parler d'un sujet important qui est d'ailleurs au cœur de notre ciment républicain, puisque, pour reprendre ici un terme cher à Rousseau, qui parle de pacte social, l'ensemble des règles qui régissent notre vivre ensemble, notre mise à disposition au service de la nation. Juste un petit rappel, l'article 66 de la Constitution camerounaise qui dit « Le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et assimilés, le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs et tout détenteur de mandat électif, les secrétaires généraux des ministères et assimilés, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les magistrats, les personnels administratifs qui ont en charge l'assiette et le recouvrement de l'argent public doivent, et là c'est très important, doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Article 66 de la Constitution du Cameroun, 18 janvier 1996. On se rend bien compte, là encore, que le décret d'application de cet article-là n'a pas encore été mis en branle, ce qui crée donc le flou artistique qu'on voit aujourd'hui. Malgré, bon, Bengan, et là c'est la question principale, tous les mécanismes de contrôle et de répression mis en place par l'État du Cameroun. Oui, mais absolument. Et je dirais qu'une seule agence, un seul organisme aurait suffi dans tout cette kyrielle de mesures que vous avez proposées. Si on rentre dans le texte constitutif de l'Agence nationale d'investigation financière, je pense que le problème peut être résolu, même si le chef de l'État ne veut pas mettre en place le décret d'application de cet article 66 de la Constitution, parce que quelque part aussi on nous dit ces lois, règlements, ces institutions prévues dans la Constitution seront mises en place progressivement.
Mais progressivement là, le temps de 22 ans après, le temps de président n'est pas encore arrivé. Mais il a quand même créé l'ANIF. Avec l'ANIF qui a la charge de chercher d'investiguer sur l'argent déposé partout dans le monde. Et les rapports lui sont adressés. Au moins là, le chef de l'État, on croyait, pour les naïfs, qu'il allait procéder à cela pour vraiment, comme le font certaines banques de la place, pour dire, parce qu'à un moment, lorsque Mbombok commence à poser, il posait ses 3 000 francs tous les mois, et subitement vient avec 5 millions, on commence à vous soupçonner. Et après, on commence à vous mettre dans un guichet de créances douteuses. Donc, et la NIF aurait donc pu, avec des textes qui organisent ces institutions, nous amener à voir, que ce soit du côté des agents publics ou même du privé, qu'est-ce qu'il en est de cet argent. Où en est-on? Est-ce que les gens sont dans des réseaux de blanchiment d'argent? Est-ce qu'il y a des tournements à quelle hauteur? Et je suis convaincu que la NIF qui est composée de la plupart des magistrats, ils doivent avoir des statistiques. Ils doivent avoir. L'autre chose qui a été établie, je pense depuis 1997, par les services compétents de la BEAC, ils ont dit les particuliers ont plus d'argent que les entreprises et que les banques camerounaises sont surliquides. Mais attendez, comment les particuliers peuvent avoir plus d'argent? Et c'est la presse qui n'a pas toujours accès à l'information, commencer à investiguer sur un certain nombre de choses, et effectivement de pratiques. On s'est donc rendu compte que depuis 1992, en fait, lorsque le ministre de la fonction publique, Sali Daïrou à l'époque, avait dit qu'il n'était pas interdit aux fonctionnaires de faire les affaires, premièrement. Deuxièmement, presque à la même période, les transporteurs camerounais se regroupent, ils disent que mais non, nous n'avons jamais mis en place un organisme qui gère notre activité. Et de manière, j'allais dire, institutionnelle, on a mis le bureau de gestion de fret terrestre. Et le premier directeur, je pense qu'il était à l'époque au cadre au Conseil national des chargeurs du Cameroun, c'est l'actuel ministre délégué au transport, M. Méfiré Marou, qui a géré cet argent. Et la CONAC nous a permis de comprendre que l'État laisse partir plus de 150 milliards de francs. C'est tous les 2 ans de cet organisme-là. Or, les textes avaient été proposés par les transporteurs pour dire nous faisons une activité où certains de nos chauffeurs, on les paye comme ça à la main, à main levée, et créons certains organismes. L'État a refusé de le faire. Pour quelle raison, je n'en sais pas. Maintenant, l'autre chose, et je termine par là, vous dire que moi, on a souvent l'habitude de dire, mais Mbombok là, lui, il a quoi contre le président? C'est quand même lui qui l'a prêté serment. Et il a prêté serment sur les mots qu'il a choisis lui-même. Rigueur et moralisation. Ce n'est pas nous qui le lui avons donné. Et il prend rigueur et moralisation le 6 novembre 1982. L'ami de Charles Hamel, Ngale Jojo, avait même sorti un titre, La rigueur. Il dansait ça, je regardais à l'époque. Bon, là-bas de ce que, déjà au congrès de l'UNC, qui s'ouvre le 12 février 1980 à Bafoussam, Aïdjo commence déjà à relever ça. Il y a la malversation financière dans le pays et on laisse faire au point où même la banque des PME que le chef de l'État crée, le fonds de garantie des petites et moyennes entreprises, le FOGAP, est à terre et on ne fait pas de compte. Voilà où on en est. Qu'il nous donne donc lui-même les statistiques que la NIF lui a données pour effectivement combattre l'enrichissement illicite. Demain, on viendra dire que non, Mbombok finance Boko Haram parce que un de mes fils qui vit à Kuala Lumpur m'a envoyé quelques dollars là pour que je passe mes vieux jours dans mon village. On va dire que mais l'argent là te vient de Kuala Lumpur et tout. D'ailleurs, voilà. Ce que vous dites, on le voit bien dans le malaise qu'il y a à qualifier l'affaire Mida en ce moment au Cameroun, parce qu'on ne sait pas d'où vient autant d'argent qu'on partage aux Camerounais. Florazé, quelles sont selon vous les manifestations au Cameroun, au-delà de ce que Charles Abel a évoqué ce matin, de cet enrichissement illicite, donc
dont on parle ce matin. Mais c'est que dans tous les projets où au Cameroun on s'est aventuré, on n'a aucun résultat. Tout est en chantier au Cameroun. Donc aujourd'hui on se pose, aujourd'hui on a les réelles réponses. Tout cet argent débloqué pour tel autre projet qui ne sont jamais arrivés à terme. Donc ça veut dire que les gens se sont mis plein les poches. Oui. Donc, et on peut citer autant de projets à l'appel, autant de situations aujourd'hui. Mais si on avait été dirigé avec beaucoup de rigueur, comme Bobo l'a dit, ça veut dire cette dynamique de rigueur et de moralisation, ça veut dire que le chef de l'État qui instruit un de ses ministres dans tel ou tel autre projet avec des délais de rigueur. Mais lorsque les délais ne sont pas consommés, et il faut pousser qu'on ne voit pas le chantier, alors qu'on ne voit pas des résultats, papa, qui est une descente, qui est des comptes, qui est justement des sanctions bien après. Mais on est dans un laxisme. Et pourquoi? On se pose la question. Mais aujourd'hui, justement, on comprend comment les uns et les autres font pour avoir autant d'argent. On est venu avec la question, par exemple, de 75 milliards de francs CFA. Et puis, on s'est demandé, mais comment on ne réussit pas, justement, on n'a pas réussi déjà à travers les ordinateurs, c'est-à-dire avoir les contingents autant où il fallait, et à travers même à travers justement cette information, les 500 000. On nous a dit qu'on allait avoir à travers les 75 milliards, les 8 centres de numérisation et tout. On est aujourd'hui déjà pratiquement à la fin du mois de mai. On n'est même pas, on ne sent même pas encore la maquette qui a été on ne réussit même pas encore à avoir les lieux de ce projet. S'est trouvé pas apprécié du ministre, on les a renvoyés encore de travail. Non, c'est du flou. Avec des frais et puis après ça, on veut parler de... Bon, là, à son habitude de le dire ici, je ne parle des riches, mais ils sont combien ces riches? C'est une minorité. Il y a plus de pauvres. On croule sur le chômage. On n'a pas de boulot. On n'a pratiquement rien. Et aussi, on croule sur des dettes. Parce qu'on croule également sur des dettes. Ça veut dire que c'est une génération qui va subir pendant 20 ans, 30 ans, bien après. Donc ceux qui sont là, qui s'accaparent pratiquement de tout, veulent encore appauvrir les pauvres que nous sommes. D'accord. Alors, tendance, ça montre bien ici qu'on a ces douaniers. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, lorsque vous mettez douanier devant le nom d'une personne, on voit tout de suite argent, ce sont les gambis. Corruption. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à arrêter ça. Toi, tu penses qu'on peut faire comment pour qu'il n'y ait plus ça? C'est moi qui fais mon père. Oh. Même quand tu vas acheter une voiture, banque aux enchères, appelle un douanier, vous partez acheter. Ils ont tous les réseaux. Les gars là ont tellement les réseaux que après vous allez appeler le nom de mon père. Est-ce que mon père travaille à la douane? Non, parlons pour mes vrais sérieux. Il travaille à la douane. Il n'y a pas un directeur. Il y a le directeur de la douane ou la directeur général. Directeur général de la douane, c'est lui qui devait commencer par rendre compte à mon père. Oui, c'est lui qui devait commencer à rendre compte que, en tant que directeur de douane, Monsieur son Excellence Président de la République, vu tout le poste que vous m'avez donné, on le nomme ou on donne mon père, un nom. Que vous m'avez nommé, ou on vote, voilà. Un nom. Que vous m'avez donné, mes éléments, certains de mes éléments sont tous les malhonnêtes et les escrocs. Tu envoies la présidence. Soit président maintenant de lire et de valider sa part, de voir comment on peut faire pour eux. Je l'aurais évoqué tout à l'heure pour le cas ordinateur. C'est entre vous là qui avez détourné les ordinateurs là. Il y a le bateau Merching Hip. Merci Chip. Ça me dépasse. On vous envoie le bateau Merching Hip. Vous soyez les cas graves. Merching quoi, appelle moment. Merci Chip. Ça me dépasse de le prononcer. Merching Hip. Les bateaux là, les bateaux qui soignaient les gens. Oui, il est encore là, il va rentrer le mois prochain. Il n'est pas encore parti. Non, vous soignez les cas de maladies graves, vous ne voyez pas. Vous voulez tout vous plaindre. Mais concernant le cas de la douane, c'est le directeur de la douane qui doit faire une lettre à mon père. Alors, oui. Florazé, ce sera après, tout à l'heure, lorsqu'on va faire les messages avec ceux qui nous écrivent ce matin sur le plateau pour réagir sur cette question, madame, monsieur. Le temps pour moi de prendre du moins congé de vous. On vous revient dans un court instant pour la suite de cette émission. Nous revoilà sur le plateau du Zénith, madame, monsieur. Equinox Télévision, c'est la meilleure télévision du pays. Pour ceux qui
bien sûr, ont toujours eu cette volonté de nous accorder le suffrage de leur présence parmi nous. D'ailleurs, les récents sondages sont assez éloquents sur ce sujet-là. C'est pas les paroles de fanfaron ou de fanfaronnade. On va continuer cette émission, cette deuxième partie, avec comme souvent et comme toujours d'ailleurs, parce qu'on déroge jamais à cette règle, quelques messages qu'on a reçus via le canal habituel qui s'affiche généralement au bas de votre petit écran, mais également sur la page Facebook 10-12 Le Zénith. Et c'est vous, Flora, ça ne change pas, c'est vous. Boubakari à Papso à Yaoundé 1 pense que cet article ne sera jamais respecté parce qu'on appartient à un régime de culte de personnalité. Une autre réaction, le village reste la dernière demeure d'un être. C'est Bena Konsamba qui réagit. Notre réaction, il y a des enfants qui trouvent déjà une grande maison construite par le papa et je suppose qu'à ce moment, construire au village n'est plus une priorité. Mais si, maintenant, si papa n'a pas construit au village, s'il existe la maison familiale, et vous qui êtes grand, vous faites comment? Vous vous livrez à des batailles, jugements d'hérédité et les tribunaux viendront? Cher ami. Voilà. Il y a une autre qui pense que si c'est un mariage, si c'est un mariage 50-50, le monsieur doit demander mon avis. Le salaire fictif. Mais Chalamel, vous ne dites rien à ça? Non, non, mariage 50-50 dans des contrats, non, je ne demande pas votre avis. Puisque je travaille, chacun a un travail. Je prends mon métier quand je construis ma maison. Non, je préfère rire. Je préfère rire, monsieur Eric Fopussi. Non, quand même, dites un mot. Mais vous n'avez pas forcé Chalamel à dire Si. ce qu'il n'a pas envie de dire. Mais Si. Chalamel dit qu'il préfère rire. Si. Vous n'avez pas forcé Chalamel. Monsieur Eric Il ne Fopussi. peut pas dire. Chalamel, Laissez-moi acquiescer un sourire. je ne vous le... Mais pas, pardon, je vous en prie. Allez-y. Chalamel n'a rien à dire par rapport. Allez-y. Comment ça, il n'a rien à Je dire? suis sûr qu'il aime d'accord pour le 50-50. Ah non, ah non. Non, non. Ah non. Bon, enfin. Ah non. Enfin, les salaires fictifs, les salaires fictifs ou gonflés ne constituent qu'un tout petit volet des détournements au ministère des Finances. Oui. Le plat de résistance réside dans les quadruples paiements des factures fictives aux hommes d'affaires. D'accord, ok. Très bien. Qui sont pour la plupart des fonctionnaires. Qui sont pour la plupart... Des fonctionnaires. C'est ce Chalamel, parce que le problème aujourd'hui, le thème c'est enrichissement illicite qui concerne autant les agents publics que le privé. Que le privé. Mais dans les dernières informations qu'on a, c'est que les agents publics ont plus d'argent que les privés. Monsieur Eric Fopussi, je pense que vous devez au moins réagir sur ce sujet. Les agents de l'État ont déboursé de l'argent pour près de 50% des obligations dans le cadre des opérations d'emploi obligataire de l'État au Cameroun. Ils ont pris cet argent. Ils vont vous dire que comme on disait qu'on pouvait verser 10 000, ils sont nombreux. Mais Chalamel, chacun a versé je vous l'ai toujours 20 000, dit sur ce plateau et j'ai été... je me suis penché assez longuement sur le sujet pour vous dire que on a raté le coach au moment où on a laissé prospérer au sein même des organes chargés de contrôler cet enrichissement illicite-là et de mettre un frein à tout cela, qu'on a remarqué des cas de corruption dans ces organes-là, parce que vous avez un organe qui a un cahier de charges, qui doit pouvoir combattre ces enrichissements illicites, mais qui en son sein, je vous le dis, cher Lamel, en vous regardant les yeux dans les yeux, qui a son sein a les germes d'une corruption abusive, d'une corruption exacerbée. Monsieur Eric Fopussi, comment expliquer le fait pour un fils de planteur à Monatélé, ayant grandi, fait ses écoles à Monatélé, devenu préposé de douane, se retrouver avec 5 camions de 30 tonnes de charges utiles, 5 cars Toyota possèdent de 28 places et 2 cars de 18 places et un parc automobile sans aucune fortune, sans héritage d'une fortune familiale connue. Que cet individu répertorié par la CONAC soit encore en liberté. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est la face visible d'un groupe d'intérêt derrière.
Et puis, il y a une question quand même qui est assez importante. Et je pense que on doit pouvoir aller au-delà de l'enrichissement illicite en termes de détournement uniquement ou de fonctionnaires fictifs, comme l'a si bien dit un message là. On doit également toucher le cas des conflits d'intérêts, parce que dans ce pays, il y a une masse d'individus qui sont soumis, qui sont coupables de conflits d'intérêts. On a vu dans des pays comme la France où un candidat à l'élection présidentielle a été happé, a été arrêté et stoppé net parce que, ayant fait en sorte que son épouse ait des possibilités d'avoir de l'argent au Parlement en France. Donc c'est pour dire que il y a comme ça au Cameroun de nombreuses personnes qui ont des cousins, des même tantes, leurs épouses, on les connaît. épouses, Quand le ministre Sali Daïrou a ouvert cette porte en 92, la presse dite privée avait dénoncé cette affaire-là, cette fait des choses. Et effectivement, on s'est rendu compte que ceux qui étaient à l'époque qu'on appelait ministère des Travaux publics, n'avaient pas encore ministère des Marchés publics, ils étaient là, mettaient leurs épouses ou bien leurs petits frères ou leurs cousins à la tête des entreprises qui venaient soumissionner des marchés. des marchés avec à côté comme concurrents les privés. Et c'est eux les fonctionnaires qui vont ouvrir les offres, vont vérifier ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, effectivement, c'est pour vous dire que vous avez raison. C'est si on s'engage dans cette logique-là, dans cette affaire, sur ce chapitre-là, on va récolter plus d'argent. Plus d'argent. Et là, on aura donc la possibilité de mettre les gens en prison sans qu'il y ait des visées d'alternance au pouvoir ou pas. Parce que l'opération Aupervier aujourd'hui a tout l'image d'être une opération politicienne. D'épuration politique. D'épuration politique. Oui. Or, si on s'engage dans ce chapitre que vous énoncez là, et là, il y aura sur le plan du droit, on dit, mais bon, ton épouse fait quoi là? Il a gagné tel marché, tel voilà, jusqu'au 4-8. Mais c'est madame, non? Il dit, oui, bon, vraiment, bon. Voilà. Pourquoi c'est comme ça? Et on doit pouvoir sanctionner sévèrement ces gens-là qui déguisent ce fonctionnement de l'argent de l'État. Même ici, ou alors certains ont leurs épouses. Quand le ministère veut gagner, vous avez ça, les médailles, les présentations de vœux. Oui, c'est l'époux du ministre qui vient avec les temps de service traiteur et tout ça. Bon. Là, de la présentation il n'y a pas de vœux, c'est ça, on l'a vu. Oui, c'est ça. Dernièrement, avant les affectations, c'était au ministère des Transports, ça ne se cachait même plus. D'accord. Les séminaires, les petits séminaires, les rafraîchissants, c'est l'épouse, c'est l'entreprise de l'épouse, la décoration de la salle, c'est l'épouse. Lorsqu'il faudrait tout simplement animer même les petits forums concernant les 8 mars et tout, c'est l'épouse qui arrive avec un collège d'experts. Et puis, Charlamel, il y a aussi une précision que je tiens également à proposer pour qu'on puisse sortir, du moins entamer un commencement de solution. C'est que vous avez des entreprises au Cameroun qui vont s'enregistrer au registre du commerce et qui font tout. Une même entreprise qui dit prestation de service. D'abord, BTP bâtiment. La même entreprise. Communication. Événementiel. La même entreprise. Ça veut dire qu'il peut soumissionner partout. À tous les marchés du Cameroun. Voilà. Si le premier marché qui tombe, c'est la com, il va même profiter, il loue un appartement quelque part, mais tu vas le voir gagner le marché de peinture. De peinture. Il dit, mais attends, vous avez fait la com pour tel événement. Il dit, mais j'ai fait aussi dans la peinture, dans le bâtiment. Et je suis même d'ailleurs très fort en bâtiment qu'en communication. De services. BTP. Prestation de services diverses. Merci. Prestation de services diverses, comme vous dites. Mais ensuite, BTP. Comment quelqu'un peut faire ça et faire BTP? Quelle est la base sur laquelle on se met pour attribuer un numéro de registre de commerce à un tel individu? Monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous avez un ministre polytechnicien qui se retrouve à la tête d'un ministère de la Santé, lorsque vous avez un cheminot qui se retrouve à la communication, qu'est-ce que vous voulez? C'est possible dans ce pays. Est-ce qu'on fait ce qu'on veut dans ce pays? C'est pas interdit là-bas. Non, je dis, est-ce qu'on fait ce qu'on veut dans ce pays? Bon,
C'est un niveau politique là-bas. Oui, c'est bien beau de se réfugier derrière l'expression politique. Mais quand même, vous savez que, on a besoin que même dans les grandes démocraties, les postes politiques obéissent aussi à un ensemble de vécus. Quand on voit les gens qui prennent, par exemple, la défense en France, même s'ils ne sont pas habitués des milieux sécuritaires, ils ont quand même étudié ces questions-là au sein de leur parti politique. Voilà, mais qu'est-ce que vous dites qu'ils ne l'ont pas étudié, ça au sein de leur parti politique? Bon, vous êtes sérieux? Vous êtes très sérieux? Votre question? Oui. Le problème ici, justement, c'est que les gens n'ont pas l'âme de militant. Là, vous avez raison. Voilà, parce qu'à commencer par le président lui-même. Il était délégué au congrès de l'UNC, comme on dit délégué du Jaïlobo, alors qu'il n'était même pas militant. Là, je vous comprends, mais moi, je pense qu'on peut laisser, plus des postes politiques, retrouver un médecin de formation à la tête des relations extérieures ne me dérangerait pas. C'est possible. Est-ce que ce médecin-là a été au contact? Il est militant. Ça a été au contact avec son parti politique dans une commission, par exemple, à l'Assemblée nationale, en tant que député qui a questionné le ministre de la Santé, qui a étudié, qui a fait ci. C'est ce qu'on voit ailleurs. Oui, assemblée ou pas, vous êtes militant d'un parti politique, vous êtes ingénieur de génie civil, vous pouvez faire les relations extérieures, vous pouvez faire la... Si vous avez un vécu dans... Justement, au sein des partis politiques. Mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas dans notre contexte sociopolitique. Tel n'est pas le cas. Non, moi, c'est les techniciens qui m'intéressent là. C'est-à-dire, quand quelqu'un, comme disait Eric Possi Negou, vous aidez prestations de services diverses. Ça veut dire qu'on vous voit spécialiste du papier, spécialiste de la peinture, spécialiste de la communication, spécialiste des infographistes. C'est ça qui est quand même un peu... Et que dans votre entreprise, on ne voit pas un service informatique à côté, un service ici, bâtiment, et même les marchés de menuiserie. Et c'est ça qui est grave, parce que même la métallurgie, ces gens-là n'ont pas honte. Ces gens-là n'ont pas honte. Ils font la métallurgie, ils font le pétrole, ils font les hydrocarbures, ils font l'informatique, ils fournissent des fournitures. Mais c'est terrible. C'est encore eux qui font la gastronomie, la restauration. Mais c'est terrible dans ce pays. Et ne soyez pas surpris qu'on leur demande d'acheter même les vaccins. Parce qu'on est souvent en rupture de stock. La fourniture à vaccin. Alors, Flora, c'est une parenthèse pour évoquer ces goulots d'étranglement qui peut continuer à faire en sorte que nous ayons ces problèmes-là au Cameroun. Oui. Voilà, il y a Paul, qui dit que la majorité des ressortissants du village Tonga et Bassamba ne dorment pas dans leur village après un enterrement. Oh, bien sûr, c'est pour dire qu'ils n'ont pas conçu la maison. On ne peut pas le dire là. C'est une réalité qui concerne... Non, cette spécificité n'a pas sa place. C'est comme si c'est une provocation qu'on adresse en droit. Non, je ne suis pas d'accord. C'est la réalité de tous les villages. C'est la réalité de tout... Non, je n'accuse pas le message. C'est vous qui grossissez l'affaire. Non, mais je dis c'est la réalité de tous les villages. C'est la réalité de tous les villages. C'est la raison pour laquelle les chefs ont pris ces décisions. C'est aussi vrai pour Bama, c'est aussi vrai pour Bazou, c'est aussi vrai pour Bakom, c'est aussi vrai pour Baranté, c'est aussi vrai pour Bangolab, c'est aussi vrai pour... On va tous c'est aussi vrai pour ces villages. Merci que le compatriote là vraiment. Merci beaucoup. Et il a compris le sujet de ce matin. Il a compris le sujet de ce matin. Alors, merci beaucoup pour ces messages. On va tout de suite basculer sur la revue des réseaux sociaux de ce matin avec vous, Florazé. Vous avez un sourire ce matin, mais un de ces sourires, mon Dieu. Moi? Non, de Flora, vous dites-moi, il n'y a pas de Flora ici. Alors, Mombok, revue des réseaux sociaux, 3 informations pour ce jour. Il faut pousser, Chalamel, tendance, on parle des Jeux du Commonwealth pour cette année 2018. Vous vous souvenez qu'il y a pratiquement 6 athlètes qui avaient pris la poudre d'escampette. Et là, sur la page Facebook d'un disparu, on a donc, enfin, un mois après avoir quitté clandestinement le village des Jeux du Commonwealth, le boxeur Simplice Fotsala a donc posté sur son compte Facebook des photos de lui. Et puis, il est très souriant à travers ces photos.
Et puis on rappelle qu'il y a quelques semaines aussi, le ministre australien de l'Intérieur, Peter Dutton, avait prescrit aux athlètes fuyards de prendre contact avec les autorités dès que possible, hein, au risque de tomber dans l'inégalité. Certains, justement, ont pris attache. Et puis même selon le Daily Telegraph, un quotidien en Australie, a révélé que certains athlètes ont même contacté le service de conseil et de suivi des réfugiés. Donc on a déposé certains dossiers où ils ont déposé des demandes de visa et de protection. Mais sur la toile, sur le compte Facebook de notre boxeur Fotsala, ses amis, les commentaires sont plutôt positifs. Hein. Cool mon pote, l'Australien, comment tu vas? Bref, il est plutôt à féliciter parce qu'on le voit tout souriant sur ses photos montrant les pouces dedans. Je vais bien. Non, mais écoutez, nous étions les premiers sur ce plateau à féliciter ces Camerounais qui ont choisi de quitter cette misère totale et d'aller où leur talent serait reconnu. Et voilà une manifestation claire et nette que si au Cameroun, on chasse les gens qui ont du talent, mais ailleurs, on les accueille en leur déroule le tapis rouge au Bengane. Oui, c'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord avec Flora quand on dit qu'elle avait quitté clandestinement. Non, il avait encore un visa qui courait. Voilà. Il avait un visa qui était encore valide. Et jusqu'à expiration de visa, s'il a pu remplir les formalités, alors il n'est pas un clandestin. Voilà, il n'est pas. Et moi, je l'encourage à le faire parce que le chef de l'État a choisi les sports. Il existe des sports mineurs dans ce pays. Il faut penser donc que vous êtes dans un sport mineur et vous l'avez choisi de devenir professionnel. Les voies sont, j'allais dire, coupées au Cameroun. Vous avez une opportunité, il faut la saisir. Tendance, voilà un boxeur qui se sent bien en Australie. Hein. Il aime pas dire faire quoi là-bas. Okay. Mais il avait une compétition de comment. Je t'encourage. Mais quand même, c'est pas comme ça qu'il fallait quitter le pays. Vous allez penser qu'on doit un peu donner le visa aux autres de voyager. Comment? Oh, partez sur le droit chemin. Partez constamment, vous revenez, On ne va plus vous faire confiance. Heureusement que j'ai l'habitude de prendre le visa. C'est que voilà que peut-être demain que voyager, on ne va pas me donner le visa disant que vous les Camerounais là, vous faites. Non, ça va permettre au ministre Bidoumpat de faire des gymnases ici où les gens vont apprendre. Voilà. Oui. Voilà. Et quelqu'un vient, là où comment on l'appelle, le camp de l'unité, qui a permis à José Bessala d'avoir médaille olympique. Il est en ruine. Quand vous partez, vous revenez. Ok, Florazé, la deuxième information de ce matin, je vous en prie. Un autre rebondissement dans l'affaire qui oppose depuis un moment le compositeur des génériques de la chaîne nationale, le ministre de la Communication. On rappelle que Isidore Modjo a donc repris sa grève hier. Il avait donné jusqu'au 17 mai de cette année pour reprendre sa grève si jamais l'instruction du Premier ministre n'était pas exécutée. Hein. On rappelle tout de même que le Premier ministre Philémonien avait ordonné le paiement de la somme de 50 millions de francs CFA le 29 mars 2017 en présence du ministre de la Communication et puis même de M. Charles Ndongo. Et puis mesure jusqu'ici, hein, pas du tout appliquée. Isidore a donc manifesté plusieurs fois aussi, on le rappelle, hein, devant la maison de la radio et même devant le ministère de la Communication. Et puis l'artiste réclame depuis plusieurs années déjà le paiement de ses droits dus à la conception des génériques de journaux et de plusieurs autres émissions de la chaîne nationale. Alors voilà, quand je regarde cette image, je souris, mais c'est vraiment de l'ironie, hein, c'est que c'est un pays de misère, et là encore on parlait de ce boxeur-là qui allait se réfugier, qui allait retrouver meilleure fortune en Australie. Charles Hamel, quelle est votre réaction suite à ça? Monsieur Eric Fopoussi, c'est la triste réalité dont on ne cesse de décrier tous les jours sur ce plateau. Dire que ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut dire qu'en date de mars, et je pense à l'âge du 1er mars, le Premier ministre avait signé demandant qu'on le libère véritablement, qu'on paye ses droits. D'où vient-il que le ministre de la Communication et le directeur général de la CRTV vont trouver chacun à son niveau des entorses au règlement, le renvoyant à la SONA, c'était la SOCAM ou c'était la SONACAM, le renvoyant en disant que c'est à la SONACAM ou de gérer les droits d'auteur. De gérer, créant un embrouillamini à ce niveau à perdre les ailes.
Il aura essayé encore, il aura beau essayer qu'on aura envoyé les forces de maintien de l'ordre, se saisir de lui, le molester, le maintenir gardé à vue. Donc j'estime qu'à un certain moment donné, vraiment il faut donner à César ce qui appartient à César. C'est une œuvre de l'esprit. C'est comme Manu Dibango viendra se lever un matin à revendiquer lui aussi, parce que l'ensemble, on va le dire, hein, de l'ensemble de cette mélodie instrumentale ont été utilisées. Donc. Ok, Florazé, la troisième information, la dernière, j'imagine. Le 20 mai, on va donc célébrer la 46e édition de l'unité nationale. Un fait majeur au Cameroun, c'est donc le contingent nigérien qui est donc invité d'honneur. Un détachement de 180 soldats appartenant à la Great Brigade, un corps d'élite de l'armée nigériane, va donc participer à la parade militaire dimanche prochain à Yaoundé. Et puis, je le rappelle, pour les 46 ans de l'unité nationale et justement à l'invitation du président de la République, son Excellence Paul Biya. Bon, certains estiment que l'invitation de l'armée nigérienne au défilé du 20 mai donc participe à la démonstration d'excellents liens d'amitié et de coopération entre le Cameroun et le Nigeria. Bon, on rappelle aussi que le Cameroun et le Nigeria sont en effet impactés et impliqués dans la croisade entre la lutte contre Boko Haram et bien sûr la crise anglophone. Alors, bon, Bengan, sans être dans le secret des rois, quel message Yaoundé veut envoyer aux Camerounais? Yaoundé veut dire que nous avons raté l'unité nationale, nous voulons engager l'unité internationale. C'est tout. Mais attendez, que vient faire l'armée nigériane? Chaque fois on invite l'armée nigériane au Cameroun, une armée étrangère, le Tchad, Centrafrique et tout, ils ont défilé. Et l'unité nationale... Non, je ne suis pas dur. Mais attendez, la fête du 20 mai, je l'ai dit à l'entame de l'émission, nous rappelle quoi? Rien du tout. Parce qu'on devrait poser aujourd'hui les conclusions de ce qu'on appelle la gestion de l'héritage colonial. Le Cameroun réunifié est à quel niveau? Vous avez dit 42 ans après. Même moi, je peux même remonter à 61. C'est puisque c'est 1961 qui aboutit à cela. Donc nous sommes aujourd'hui, du 1er octobre 61 à aujourd'hui, où en est-on avec la gestion de l'héritage colonial? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire que oui, moi je suis Bassa, j'ai épousé une fille Douala, et mon frère Barante, lui, il a épousé une fille Foufoulbe. Non, ce n'est pas de ça. Ce n'est pas ça l'unité nationale. Puisque nous avons beaucoup de nos frères et sœurs qui se marient avec les Allemands et les Allemandes, avec les Américains et tout. C'est ce que vous appelez mondialisation? Je dis c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas parce qu'une fille Betty détient un restaurant à Kumba où elle prépare le ndolé, le bongo, tchobi, le ndapché et tout qu'on va dire qu'elle fait l'unité nationale. Je vous dis, la même fille Betty qui est à Kumba va faire le même restaurant au 13e arrondissement à Paris ou à Kuala Lumpur ou à Miami et préparer les mêmes mets, plus même les pizzas qu'on aime là-bas. On ne dira pas qu'elle est en train de faire la mondialisation. Et aussi dire qu'on voit d'autres pays, les Maliens, les Sénégalais qui viennent au Cameroun installer des il s'agit ici, les UP6 aiment parler du contentieux historique. Oui. Le contentieux historique. Qu'est-ce que nous avons pris de positif chez l'administration coloniale anglaise et l'administration coloniale française et que nous avons amené avec les us et coutumes de la République pour faire les lois et les institutions de la République. Nous n'y sommes pas. On n'a même pas encore engagé ce processus-là. D'accord. D'accord. Juste un mot, hein, cher Lamel, sur le message qu'envoie le gouvernement camerounais aux citoyens camerounais avec cette invitation de ce contingent de 180, vous avez dit 180, 180. Soldats nigérians au défilé du 20 mai dimanche. Aucun message. Le silence, c'est aucun message. Merci. Les douleurs, oui, les grandes douleurs sont muettes. Les grandes douleurs sont muettes et Lamela a bien su nous le faire savoir ce matin. Merci beaucoup Florazé pour ces informations. La revue des réseaux sociaux. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de rester sur Equinox Télévision. La suite de ce programme pour retrouver bien sûr dans un court instant et basculer au plateau B, au studio B de l'émission.
l'émission parce que évidemment cette émission elle est aussi commerciale et vous savez que Equinox Télévision est la première chaîne de télévision en action commerciale. Merci donc à vous de nous confier tous vos produits. Donc Kinin 22 est là ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs, amis confrères et principalement aux automobilistes usagers de la route. Voici encore et toujours l'instant de communication qui nous donne de partager ces informations autour de ce gadget. J'ai nommé le gyrophare de signalisation de détresse qui vous permet non seulement de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de détresse majeure sur nos axes routiers non éclairés en nocturne, mais vous permet aussi d'éclairer votre mécanicien pour bien sûr économiser l'énergie de votre batterie lorsque vous êtes en panne sous un axe routier non éclairé en nocturne. Elle a certainement autant pour moi trois fonctions. C'est le gyrophare de signalisation de détresse. La première des fonctions qui est la fonction torche, je l'ai bien dit, qui vous permet d'éclairer votre mécanicien en cas de panne sous un axe routier non éclairé en nocturne. La deuxième des fonctions est la fonction gyrophare qui vous permet de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de détresse majeure sous un axe routier non éclairé et surtout pour permettre, n'est-ce pas, à ceux qui viennent dans les deux sens de ralentir et de compatir à votre situation de détresse sur ces axes routiers non éclairés en nocturne. La troisième des fonctions, parce qu'aujourd'hui nous ne prenons uniquement que trois fonctions, la troisième des fonctions est celle de jouer le rôle de clignotant. Lorsque sur un axe routier non éclairé en nocturne, vous avez un souci de clignotant, il vous suffit tout simplement d'allumer deux gyrophares de signalisation de détresse et de le mettre en mode de clignotant comme vous le voyez ici, le coller juste à base de son aimant à l'arrière-plan sur à l'arrière côté droit et côté gauche de votre véhicule et là la fonction clignotante vous permet, n'est-ce pas, de clignoter, permet, n'est-ce pas, à votre véhicule de signaler son souci de clignotant. Alors, il est très facile et très simple à matérialiser, d'ailleurs très miniaturisé. Vous le déposez juste espacé de 100 mètres sur un axe routier non éclairé en nocturne, à l'avant comme à l'arrière, et ceux qui viennent dans les deux sens doivent ralentir. Regardez justement à l'écran et vous allez voir quelques gyrophares bien disposés, surtout bien qui se fait bien baliser autour de ces véhicules-là et les voitures qui viennent dans les deux sens qui sont, n'est-ce pas, en train de ralentir. Ceci pour vous faire comprendre qu'une lueur de lumière est apercevable à des centaines de mètres en nocturne. Sur le châssis, n'est-ce pas, notre sémi, grâce à son aimant, un gyrophare est donc collé là pour témoigner de la grandeur et de la grosseur, n'est-ce pas, de votre véhicule. Il n'est pas facile à détruire malgré la pression que vous pouvez mettre sur lui. Il est donc important de l'avoir et surtout facile à manipuler. Il vous suffit tout simplement d'appuyer là sur son bouton d'allumage, très simple et facile, et vous l'avez mis en marche. Facile et surtout très simple de l'avoir. Il vous suffit tout simplement d'appeler les numéros, encore le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, à savoir le 691 38 17 10, je répète, le 691 38 17 10. Et si vous êtes à Douala, à Yaoundé, à Ngaoundéré, à Maroua et partout encore au Cameroun, il est très simple, appelez tout simplement et vous serez livré dans des brefs délais. Il ne coûte pas cher, il coûte tout simplement la modeste somme de 5500 francs CFA et bien sûr alimenté à base de 3 piles, je dis bien 3 piles d'un 5. C'est donc l'occasion pour moi de remercier quelques amis et clients qui déjà ont envoyé leur message et appelé surtout pour encourager et féliciter, n'est-ce pas, l'importance de ce gadget de sécurité, à savoir monsieur Ngueto, monsieur Clovis, ils sont à Chang et aujourd'hui à Douala, un monsieur qui à l'entrée, n'est-ce pas, de cette de cette émission m'aurait certainement envoyé un message pour dire: mon frère, n'oublie pas de me garder un gyrophare. Alors faites comme tous ces messieurs, retrouvez-nous tout simplement à base, n'est-ce pas, ou encore à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran, le 6 91 38 17 10, et vous serez servi chez vous-même à la maison. Mesdames, messieurs, c'est le gyrophare de signalisation de détresse. Achetez et bien avant, excellente fête de la nation à tous les Camerounais et surtout à tous mes amis et confrères automobilistes. Merci. Merci beaucoup. On va rester toujours sur cette même ligne pour accueillir dans un court instant Consti Lamine qui va également s'installer pour la suite de ce programme. Madame, Monsieur, merci infiniment encore à vous. On ne saura vous remercier suffisamment, mais quand même on vous le dit avec beaucoup de sincérité lorsqu'on avance sur ce terrain-là. Alors Consti Lamine qui s'installe et qui est donc, on va le dire, prêt. Bonjour et bienvenue. On est en direct sur Equinox Télévision. On est en direct, clairement. Hein. Consti Lamine. Eric, merci déjà. Merci.
On est en direct et on va surtout dire qu'on fait de la télé. Hein, donc rassurez-vous, tout se passe bien jusqu'à présent. Consil Lamine, allez-y. Alors bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka. Je suis de retour avec le Von Bio Oméga 3. C'est vrai qu'on a connu quelques jours de rupture de stock. Ça montre combien de fois ce complément alimentaire, ce vin complément alimentaire très sollicité. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien en vendredi, un vendredi pas comme les autres. C'est donc l'occasion plus que jamais d'inviter tous ceux-là qui nous écoutent en ce moment. Vous êtes bien sûr, quel que soit où vous êtes à Garoua, en Gaoundéry, à Marois, à Beaumonon, à Niassasson. C'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent votre Von Bio Oméga 3 au prix bien sûr de 5000 francs. Je rappelle, c'est 30 gélules dans une boîte entièrement scellée. Elle se présente bien sûr de la manière suivante. C'est bien sûr un complément alimentaire pas comme les autres. Il vous permet, chers téléspectateurs, de prévenir les AVC. Alors là, c'est très important. Oui, je dis bien la consommation régulière du Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil, vous permet bien entendu de prévenir les AVC. Il vous permet également, notamment le Von Bio Oméga 3, de prévenir et de réduire les complications du diabète. Alors ceux qui sont déjà diabétiques, pour éviter les complications de votre diabète, c'est donc l'occasion plus que jamais de commander dès à présent votre Von Bio Oméga 3. À côté bien sûr de la prévention des AVC, à côté bien sûr de la prévention et de la réduction des complications du diabète, le Von Bio Oméga 3 vous permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Alors là, c'est très important. Il vous permet également de réduire naturellement la pression artérielle. Ceux qui ont des problèmes d'articulation, voici la solution idéale, à savoir le Von Bio Oméga 3, parce que sa consommation vous permet également de faciliter la souplesse de vos articulations. Et quand on consomme davantage l'oméga 3, on garde la bonne humeur. L'oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, de pouvoir prévenir les maladies liées au vieillissement. Alors tout simplement, n'hésitez surtout pas, ça ne servira à rien de dépenser des centaines de mille quand on sera victime d'un AVC. Ça ne servira à rien de dépenser des millions quand le diabète va se compliquer. Pour éviter tout cela, voici la solution idéale. Cette solution, c'est ce complément alimentaire pas comme les autres. Je rappelle, c'est l'oméga 3, encore appelé Fish Oil. C'est 30 gélules pour un prix de 5000 francs. Un véritable salaka que nous offrons à tous les téléspectateurs de l'émission Le Zénith, à tous les clients du concept salaka. Là, la question, où avoir son Von Bio Oméga 3, un seul point de vente au Cameroun, en Afrique centrale, c'est bien entendu au magasin 1000 et un tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, juste en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Ceux qui sont du côté de Yaoundé, du côté des Bolova, de Bertois, je suis à Yaoundé demain, à Bolova dimanche et lundi, pour essayer donc de faire, c'est-à-dire d'être aux côtés de tous les clients du concept Salaka. Donc c'est l'occasion plus que jamais de passer vos commandes dès à présent. N'attendez pas la fin du stock. N'attendez surtout pas que le stock s'épuise. C'est l'occasion plus que jamais de nous appeler à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran, ou alors de se rendre directement du côté du magasin 1000 et un tapis, qui est d'ailleurs la base par excellence du concept Salaka. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. N'attendez pas quand vous aurez l'AVC. N'attendez pas quand le diabète va se compliquer. Voici la solution idéale. L'oméga 3, 5000 francs pour une boîte de 30 gélules. Tout simplement. Merci et on se dit à tout à l'heure. Merci beaucoup, Consil Lamine, et surtout bonne continuation. Mesdames, Messieurs, l'émission, quant à elle, se poursuit comme à l'accoutumée. Il est temps pour moi de laisser entrer les images de Cédric Chouna. C'est Interpellation maintenant. Oui, je pense que pour le développement et le progrès dans notre pays, il faudrait que le gouvernement pense à décentraliser l'administration. C'est-à-dire qu'on puisse développer tous les coins et régions du pays. On ne concentre plus le développement seulement dans les capitales. Parce qu'on risque d'être saturé. La population quitte les régions reculées pour venir se concentrer à Douala, Yaoundé. Oui, oui. Il faut qu'on développe tous les régions du pays, tous les secteurs. C'est-à-dire que si on voit que les régions peut-être de l'Est ou du Sud sont fortement agricoles, qu'on puisse développer l'agriculture là-bas et on continue à créer les lycées d'agriculture pour développer, de sorte que tout le monde ne vient plus toujours à Douala, Yaoundé et tout et tout. Oui. Le port en eau profonde qu'on a créé à Kribi, c'est une bonne chose. Ça permet déjà de
de désengorger Douala pour un peu aller vers le sud. Donc c'est une bonne chose. Il faut qu'on continue dans cette lancée, on développe davantage. Oui, pour qu'on vienne se concentrer à Douala-Yaoundé. Voilà, retour sur le plateau. On va dire que la Constitution du Cameroun de 96 dit bien que le Cameroun est un État unitaire décentralisé, mais depuis 22 ans, ça reste toujours un vœu pieux puisqu'il y a même eu des lois, des cas d'application, mais également des lois d'orientation, mais qui pour l'instant ne sont pas appliquées. Les régions ne sont pas mises en place comme cela devrait être avec les présidents des conseils régionaux. Tout récemment, le président Paul Biya appelait à une accélération de ce processus. D'ailleurs, un ministère tout entier a été créé pour gérer cette situation-là. Un ministère qui, pour l'instant, triomphe par son silence. Florazé, quelle est votre pensée sur cette question? Oui, sauf qu'une décentralisation qui n'est que lu sur du papier. Est-ce que le concitoyen dit est très palpable, hein, parce qu'on a une concentration forte qui est Yaoundé. C'est-à-dire que ça crée justement ce déséquilibre social, politique qu'on observe au Cameroun. Rien n'est fait de façon pratique. Et puis pourquoi d'ailleurs, vous avez rappelé ce matin un aphorisme sur un plateau tout autre pour dire que quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Pourquoi seulement vouloir que Yaoundé respire et vouloir asphyxier les autres? On aurait bien voulu que toutes les régions du Cameroun puissent elles aussi respirer, pour que ces arrondissements puissent vivre. Mais déjà, il fallait une sorte d'indépendance. Bon, sauf que ce n'est pas ce qu'on observe. Il y a une concentration. Et comme je disais tantôt, et c'est ça qui met un frein au développement. Alors maintenant, on a une grosse concentration dans les villes comme Douala, Yaoundé et tout, où justement on est submergé. Parce qu'on n'a pas pensé que le développement devrait se faire un peu pratiquement partout. Et le déséquilibre régional dont on parle également, c'est ça, c'est palpable. C'est-à-dire qu'il y a des régions, il y a des personnes qui se sentent lésées au développement. Et ça, il faut le dire. Vous allez à Yabassi, vous allez à Bertois, vous allez à l'extrême nord. C'est un déséquilibre total. Donc, on parle d'un développement reset mental, de tradition, c'est-à-dire dans notre façon de penser, de faire au quotidien, et même sur le plan religieux. Mais on a besoin que cela soit également, on veut toucher du doigt cette réalité. Mais vous allez constater que sur le terrain, ce n'est pas ce qui est. On gère un culte. Enfin, on participe, on vit que l'administration joue un rôle de culte à la personnalité, une grosse focalisation qui est justement axée sur une seule personne, et notamment la gouvernance actuelle a échoué, d'où l'état actuel des lieux. Bon, Bengal, vous êtes, on va le dire, je pense que l'un des Camerounais les plus convaincants sur cette question, parce que vous pensez, d'ailleurs vous le dites si bien, que la mise en place, ou bien l'accélération, comme le dit le président, de la mise en place de l'État unité centralisé dans la réalité, pourrait évidemment développer le Cameroun et nous permettre d'être un et indivisible, justement. Absolument. Mais sauf que le chef de l'État, lui, qui parle des goulots d'étranglement et les dynasties, c'est lui qui l'a créé. D'abord, les mots qu'on utilise, il a dit transfert des compétences et des moyens. Mais ce n'est pas ça la décentralisation. La décentralisation veut dire transfert de pouvoir. Pourquoi, comme disait Flora, le chef de l'État veut-il toujours maintenir, conserver tous les pouvoirs? C'est de ces pouvoirs qu'il faut transférer. Par exemple, on parle de Mbopi, les inondations à Douala. S'il y avait une assemblée régionale du littoral, on aurait, en quoi le délégué de gouvernement aurait concentré des trucs? Non. On aurait vu comment le marché de Mbopi allait être délocalisé, comment le Yabassi allait être accessible, comment d'un certain nombre de choses. Comment le bassin de production du sud-ouest, parce que c'est le sud-ouest qui est le plus grand bassin de production de cacao dans le pays, comment le sud-ouest allait, au cours de son assemblée régionale, décider de comment transformer le cacao. Donc, voilà, et de comment aussi recruter ses propres fonctionnaires territoriaux, parce que c'est prévu. Voilà, alors que les gars, ils avaient un calendrier agricole. On sait que les pluies commencent à telle période,
comment mobiliser les niveleuses et tout pour reprofiler les routes ou pas. Maintenant, quand il faut que les décisions viennent de Yaoundé, tel délégué régional a signé, qui est allé au sous-directeur de la législation, qui a envoyé au sous-directeur de tel, qui a envoyé... Bon, voilà. Puisque, d'ailleurs, vous le dites si bien, même au niveau communal, ça reste encore un véritable souci. Les maires se plaignent de ce qu'ils n'ont pas les pouvoirs. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas, malgré le décret d'application du Premier ministre de 2008. Oui. Ils n'en ont pas. Et précisément, vous avez cité l'exemple tout à l'heure. C'est la semaine dernière qu'on vient de trouver seulement l'abréviation du ministère en charge de la décentralisation et du développement local. Donc de mars à juin, nous sommes pratiquement en mai, pour trouver seulement la dénomination, l'initiale. Comment on va abréger ce ministre? Ça nous prend 3 mois. Et maintenant, quand va-t-il nommer ces démembrements? Voilà. Qui va-t-il nommer? Voilà, ça va nous prendre encore 2 ans. Trouver les papiers en tête, ça va nous prendre 6 mois. Voilà, écoutez ça. Et puis, c'est à quoi ce ministère? Parce qu'au final... À rien du tout. C'est comme hier, on avait, le ministre des Affaires sociales avait une direction de la protection de la famille. On a érigé un ministère de la condition féminine. Eux-mêmes ont vu qu'ils ont fait faux. Maintenant, ministère de la promotion de la femme et de la famille. On vient tuer les enfants de 6 mois. Personne ne dit rien. Oui. Voilà. Donc c'est ça les atermoiements de ce régime de Yaoundé qui montre bien au fil des années et au fil des décennies que les politiques menées sont soit inexactes, soit inopérantes. Merci beaucoup compatriotes d'avoir interpellé voilà, les citoyens sur cette question liée à la décentralisation. Madame, Monsieur, l'émission se poursuit avec dans un court instant le retour au plateau B de Constilamine. Avec lui, on parlera des détecteurs de fumée et détecteurs de gaz. Lui qui vient toujours dans le cadre du concept de son concept désormais label, le concept Salaka. Rebonjour Constilamine et bienvenue à nouveau sur le plateau. Merci Eric, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs. Une fois de plus, merci d'accueillir le concept Salaka qui, je rappelle, chers téléspectateurs, est le prix du meilleur concept de vente 2017 au Cameroun. Alors, à l'instant, après donc la vente, bien sûr, du Vonbio Oméga 3, je reviens cette fois-ci avec un autre produit pour parler toujours de prévention, mais pas de prévention des maladies, mais de prévention des incendies. Ah ben oui, mes partenaires ayant constaté qu'il y a tellement d'incendies au Cameroun, tellement d'incendies en Afrique, ont donc bien voulu vendre, grâce au concept Salaka, des détecteurs de fumée et des détecteurs de gaz. Vous les connaissez déjà, vous êtes déjà nombreux à les acheter, les hôtels, les restaurants, les particuliers, les détenteurs de boutiques. Bien entendu, aujourd'hui à Douala, on compte plusieurs personnes à Douala et au Cameroun qui ont déjà installé leur détecteur de fumée à la maison. Alors pourquoi pas vous qui me regardez en ce moment, vous attendez à voir l'incendie? Ah oui, vous entendez l'incendie à la maison? Aujourd'hui, pour éviter l'incendie, voici la solution idéale. Voici cet élément qui vous permettra, chers téléspectateurs que j'aime tellement, d'être à l'abri des incendies. Et comment être à l'abri des incendies? En achetant tout simplement votre détecteur de fumée que vous allez installer, que ce soit sur le plafond, dans un angle de la maison ou alors dans votre cuisine. Une fois qu'on ressent quelques odeurs d'incendie, il déclenche directement, il vous alerte et alerte même le voisin, et là vous allez réduire les risques d'incendie. À côté bien sûr de ce détecteur de fumée, on a également un autre élément qui est bien entendu le détecteur de gaz. Alors là c'est la totale. Aujourd'hui on peut laisser bien entendu sa bouteille de gaz ouverte à la maison. Ah ben oui, parce qu'on a vu des gens qui ont perdu tout à la maison parce que la bouteille de gaz était laissée ouverte. Imaginez un seul instant, après avoir préparé un très bon miandon, on oublie de fermer sa bouteille de gaz et que quelques heures après, cette bouteille se met à sentir dans la maison. L'élément qui vous permettra de réduire, c'est-à-dire même de diminuer les risques, c'est bien entendu le détecteur de gaz. Parce que quand il va directement ressentir qu'il y a un élément nouveau dans la maison, il va bien entendu vous signaler et alerter même les voisins. Voilà pourquoi aujourd'hui, chers téléspectateurs, je vous invite à commander dès à présent votre détecteur de fumée au prix de
11 000 francs. Oui, je n'ai pas dit 110 000. Je n'ai pas dit 200 000. Non, j'ai dit bien 11 000 francs pour assurer de près votre sécurité en cas d'incendie. Votre détecteur de fumée, vous l'avez à 11 000 francs seulement. Et votre détecteur de gaz, vous l'avez à 15 000 francs. Et comment l'avoir? C'est la question. La réponse, en appelant tout simplement à nos numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Les numéros qui vous permettront de commander votre détecteur de fumée, de commander votre détecteur de gaz au prix bien sûr de 15 000 francs pour le détecteur de gaz et de 11 000 francs pour le détecteur de fumée. Et nos amis de Yaoundé, je vous le rappelle, je suis à Yaoundé dès demain. Pour nos amis de Yaoundé, de Bolova, de Bertois, c'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent votre détecteur de fumée ou alors votre détecteur de gaz. Pourquoi pas les deux? Ah ben oui, à savoir le détecteur de fumée et le détecteur de gaz. Plus besoin d'être victime d'un incendie. N'attendez pas quand l'incendie va se signaler pour dire que si je savais. Salaka est là. Le concept Salaka est là. Et je rappelle à tous les téléspectateurs, j'attire votre attention. Acheter un article, c'est bien. Mais l'acheter à travers le concept Salaka, c'est encore mieux. Parce qu'il y a tellement de charlatans qui ont dit, oh, je vends tel. Non, évitez d'acheter n'importe où. Faites confiance au concept Salaka. Surtout un bon week-end. Merci beaucoup. On vous souhaite un très très bon week-end, Conseil Lamine. Merci à vous, madame, messieurs, de rester sur Equinox Télévision. Le temps pour nous de voir ce que vous pensez des sujets que nous avons sur ce plateau. Et Florazé va se charger, comme vous le savez, de nous rendre quelques SMS qui vient évidemment contribuer à nos échanges, nos discussions sur ce plateau. Alors Florazé, nous sommes suspendus à vos lèvres. Alors, on a un téléspectateur qui pense qu'on n'a pas une unité nationale, mais on veut déjà l'international. Au lieu d'inviter l'armée nigériane, on pourrait plutôt inviter la partie anglophone du pays. Bombo Bengan, c'est vous qui avez lâché cette ce matin. Oui. La première fois, lorsque Ahidjo veut fêter le 10e anniversaire de cette unité, personne n'est venu, y compris son ami personnel, le président mauritanien. Oultaya n'est pas venu. Oui. Bongo, le président Bongo était arrivé à l'aéroport de Yaoundé. Et ton ambassadeur lui ayant dit que personne n'est venu de toutes les invitations, il a repris son avion, il est parti. Ça veut dire que depuis même 1982, rien n'était fait. Un mois après, jour pour jour, le 21 juin 1982, Tandem Mouna a conduit une délégation au palais pour dire, on commence donc à voir des chansons du genre. Tout le monde soutient le président Ahidjo, le guide éclairé. Mais pourtant, on venait de fêter le 10e anniversaire de l'État unitaire. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire donc en fait que l'État unitaire était déjà en crise. La preuve, il n'a pas terminé l'année. Quelques mois plus tard, il démissionne, il laisse le pouvoir. Donc en fait, il ne faut pas qu'on joue avec le pays ici. Avec l'histoire de ce pays. Avec l'histoire de ce pays. Oui. Gérons calmement l'héritage colonial. Revenons à nos cultures, nos us et coutumes, pour avoir une administration territoriale approfondie, à travers peut-être la décentralisation, ou même la fédération, mais pas sous deux États, anglophones, francophones. Là encore, on va chuter. On peut venir à une fédération de 4-5 États, et à ce moment-là, revenons, puisque c'est ça qui nous bloque, le décret français de 1957. Et ces Français ont dit même à l'article 2, le jour où les Camerounais vont s'entendre pour donner une orientation à leur État, à ce moment-là, ils seront indépendants. Nous sommes là en avril 1957. Et nous préciser qu'à travers une assemblée constituante. Constituante, effectivement, c'est à travers une assemblée constituante. D'accord. Et on voit bien que ce n'est pas le cas et que et clairement nous sommes toujours sous le joug d'une domination venue, comme vous le savez, de Paris, du bord de la Seine. Vous avez souvent tendance à le rappeler sur ce plateau européen. D'ailleurs, l'image fait mal pour tout Camerounais qui aime son pays, qui aime ce pays, de savoir que les orientations de son pays sont c'est ça qui a enlevé Bambo. Donc quand il a dit mes déclarations, ces prénoms vont être prises à côté du bord de la lagune. Et puis on ne dit pas au bord de la Seine. Non, voilà. Mais on va voir ça. Nous, on aurait aimé que nos déclarations se prennent la sauce du Fundi. Voilà. Notre palais est dans le Fundi. Il n'est pas au bord de la Seine. Voilà, tout à fait. Alors, Florazé, l'autre message ce matin. Alors, on a un téléspectateur qui pense que construire en ville est mieux si les moyens le permettent.
avant d'aller au village, hein, parce qu'au village, le développement est retardé. D'accord. Le problème de... Mais c'est justement les ressortissants du village qui impulsent le développement dans leur village. Ouais. Et ce ne sont pas les anges au ciel. Hein. Bon. Alors, je vous raconte une histoire qui s'est passée. Non, ce n'est pas un problème. Je vous raconte une histoire à Charlamel. Alors, il y a un individu qui travaille dans une entreprise. Une entreprise, et on l'a affecté en région. Hein, donc, comme une mesure disciplinaire de sanction. Mais je vous dis que ce gars-là, ce bonhomme, est arrivé dans ce coin qu'on pourrait qualifier de village et de reculé, le point perdu du Cameroun, et il s'y est établi et a gagné l'estime en épaisseur financière, en épaisseur sociale. Il n'a rien à envier à la ville, même pas ça. La ville n'a rien à envier, parce qu'il faut pas la question, il faut bien la poser. Et que ce monsieur, premièrement, il s'est conçu là où vous dites que c'est le village, dans ce coin-là. En plus, là-bas, il est bailleur, parce que, évidemment, quand on dit village, au Cameroun, il n'y a plus vraiment de village. Hein. Il y a des gens qui viennent pour les plantations, qui viennent pour 2-3 choses au Cameroun. Donc, et puis, le monsieur s'est constitué un parc automobile extraordinaire. Donc, c'est pour vous dire que là-bas... Il y a la vie. C'est pour vous dire que là-bas... Deux sociologues nous ont amenés dans ce que vous avez dit, effectivement. Ça veut dire que là-bas, je vous assure que pour eux, parce que les gens disent souvent, non, si on m'affecte dans une ville où on me donne tel salaire, vraiment, je peux rester en ville. Certaines difficultés non, mais par sauf que... On peut les surmonter, Flora. Sauf qu'un monsieur qui gagne 100 000 francs à Bafoussam est supérieur à celui qui gagne le même montant à Douala. Qu'on ne se cherche mais pas. Que la vie à Bafoussam, c'est pas comme si on envoyait un enseignant Chalamel à Guinadji, où justement où l'accès est très compliqué. Moi j'invite ceux qui nous regardent à lire le livre de Jean-Marc La Plume et la Pioche, paru aux éditions Clés en 1971, ou alors Basek Bakobio dans son livre le maître du canton qu'il a transformé en cinéma, Sangomalo. Vous allez voir comment on dit transformer ce qu'on appelle l'environnement paysan en culture et en richesse. Voilà. Ou alors vous pouvez relire le même livre de Jean-Marc le village en Afrique, le village en Afrique noire, ou l'Afrique des villages. D'accord. Vous allez voir. Alors, Florazie, allez-y, on vous... Ah oui, le problème de l'enrichissement illicite est une véritable gangrène. C'est l'une des plaies de ce pays orchestrée par les fonctionnaires. C'est Justin qui réagit. Il y a une autre réaction. Dernière réaction, allez-y. La dernière réaction de ce matin, de temps que le message sont français. J'espère que ce n'est pas une bombe. Hein. Nous ne devons pas oublier nos origines. Construire en ville, mais aussi construire au village, les deux sont importants. Je comprends maintenant pourquoi vous hésitiez. D'abord au village, ensuite en ville. Quand on n'a pas assez de moyens. Non, on n'a pas assez de moyens. Comment priorité au village, la ville vient après. Vous me regardez comme d'abord et après le village. Je vous rassure que déjà beaucoup... à Douala prendront la route ce soir pour le village et là-bas ils ont construit. Ils vont pas louer les auberges. Merci infiniment à ceux qui passeront le week-end au village. Nous restons en ville avec ses problèmes et ses atermoiements et on vous retrouve lundi prochain. Que Dieu bénisse le Cameroun, mesdames, messieurs. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.